Oubliez les contes de fées, car ceci est l'histoire d'une descente aux enfers qui a duré 27 heures. C'est l'autopsie glaçante d'une tragédie, l'effondrement fatal de l'espoir au fond d'un boyau de roche. Préparez-vous à retenir votre souffle, car vous allez pénétrer l'antre où John Jones a livré son ultime combat contre les lois de la physique et l'impitoyable géologie. John Jones, étudiant en médecine à l'Université de Virginie, était de retour au Bercail pour Thanksgiving. L'occasion de se ressourcer en famille, loin des livres, dans le désert de l'Utah, près de Salt Lake City. Avec son frère Josh, c'était un habitué des entrailles de la Terre depuis l'enfance. Il se considérait comme un spéléologue aguerri, même si le mariage, la paternité et les études avaient ralenti ses explorations. La grotte de Notipouti, rouverte au public après plusieurs années de fermeture, déjà pour cause de spéléologues coincés, était réputée pour être une grotte d'initiation. Ses galeries principales étaient idéales pour les familles. La salle du labyrinthe, le toboggan incliné à 45 degrés. Le système était bien cartographié, du moins dans ses zones faciles. Mais Notipouti cachait aussi ses passages maudits, des défis réservés aux plus téméraires, comme le sinistre canal de naissance, Bird Canal, ou le rampeur de l'aorte, Aorta Crawl. Des boyaux si étroits que même des explorateurs chevronnés s'y étaient retrouvés piégés, leurs épaules ou leurs hanches refusant catégoriquement de passer. Le 24 novembre 2009, la veille de Thanksgiving, Josh avait obtenu le permis d'entrée. Tandis que l'épouse enceinte de John, Emily, restait à la maison avec leur fille d'1 an, un groupe d'11 amis et membres de la famille s'enfonçait dans l'obscurité. Après avoir exploré les zones de confort, John, Josh et 2 amis se sont lancés à la recherche de tunnels plus exigeants. Ils avaient entendu parler du canal de naissance, un long passage réputé pour son étroitesse extrême, promettant après le serrage ultime une petite salle où l'on pouvait enfin se tenir debout et se retourner. John et Josh se sont engagés dans le passage de gauche, une petite cheminée d'environ 4-5 mètres qui s'étirait sur 3 mètres de formation rocheuse, obligeant à d'incroyables contorsions. Pour franchir cet endroit, surnommé le tire-bouchon corkscrew, il fallait une danse lente, une chorégraphie de corps, pour faire passer les épaules, puis les hanches, en tordant les jambes dans la bonne direction. C'était un test de souplesse et de sang-froid, au-delà de la simple force brute. 5 ans plus tôt, un adolescent s'y était déjà coincé pendant 14 heures. À 6 pieds de haut et 200 livres, 83 m et 90 kg. John Jones savait qu'il n'était pas fait pour faire demi-tour dans cet espace de 30 cm de haut. Il a donc poussé vers l'avant, franchissant une corniche. Il a cru distinguer une ouverture plus large en dessous. Il a retenu sa respiration, s'est compressé et a basculé la tête la première, tirant sur la roche devant lui. Ce qu'il ignorait, c'est que personne avant lui n'avait franchi cette corniche. Il venait de s'engager seul dans un territoire totalement inexploré. Malgré l'inconfort, John est resté calme, persuadé qu'il se trouvait dans une partie particulièrement difficile du canal de naissance et qu'une sortie l'attendait. Mais après un dernier passage étroit, il a commencé à glisser la tête en bas. Il se retrouvait dans une position de quasi-poirier, luttant pour retenir sa chute et inverser sa poussée. L'appel à l'aide a déchiré le silence de la grotte. Il a hurlé à Josh de ne pas le suivre et de faire demi-tour. À 90 kg, la gravité tirait son corps et la force de ses bras s'épuisait. John, désespéré de sortir de cette verticale mortelle, a aperçu une petite ouverture en bas. L'espoir fou de pouvoir enfin se retourner. Il a pivoté légèrement et s'est dirigé vers ce trou. Personne ne saura jamais s'il a glissé, s'est cogné la tête ou s'il a simplement mal jugé la nature de l'ouverture. Quoi qu'il en soit, il s'est retrouvé coincé dans une fissure minuscule, 45 cm sur 25 cm, à peine plus grande qu'un écran d'ordinateur portable. Il était presque complètement la tête en bas, incliné à 70 degrés. Ses bras étaient inutilisables, l'un coincé sous sa poitrine, l'autre piégé contre la roche. Ses jambes, encore libres dans le passage, s'étaient elles aussi logées dans la partie la plus étroite du trou, 20 cm de large. Chaque effort pour remonter ne faisait que l'enfoncer plus profondément. Josh, revenant à la rescousse, a découvert une scène d'horreur, la jambe de son frère sortant de la roche comme si la grotte l'avait avalé. Les tentatives désespérées de tirer John par la cheville ont échoué. Épuisés, ils ont compris, il fallait des secours. À minuit 30, soit 3 heures après que John ait basculé, Suzy Matala, la première secouriste, est arrivée. Elle a pu se faufiler jusqu'à John, toujours calme et lucide. Elle lui a attaché des sangles autour des jambes. La tentative de traction avec des cordes fut vaine. La friction était trop forte. La décision fut prise d'installer un système de poulies, la seule méthode ayant réussi lors de l'incident précédent.
Mais le site était un enfer logistique. Chaque pièce d'équipement, chaque outil devait être acheminé à travers le tire-bouchon, 1 heure de travail acharné pour un seul petit objet. Un seul secouriste, petit et mince, pouvait travailler à la fois. John a passé la nuit à l'envers. Pour un corps humain, c'est une torture. Le système circulatoire est conçu pour lutter contre la gravité. Valves et pression cardiaque maintiennent le sang en mouvement. Après plus de 12 heures, le cerveau de John subissait une pression fluidique insoutenable. Des fluides s'accumulaient dans ses poumons, les toxines s'accumulaient. Ses organes écrasaient sa cage thoracique, faisant de chaque respiration un effort exténuant. À travers la nuit, John, mormon dévoué, a prié et chanté, alternant entre lucidité et hallucination, se débattant parfois désespérément. L'air était chaud et humide et la concentration en oxygène diminuait. Grâce à un système de communication filaire installé dans le boyau, Emily, son épouse, a pu lui parler, lui dire qu'elle l'aimait et qu'il allait bientôt la rejoindre. John lui a assuré qu'il sortirait. Ce n'est qu'à 6h00 que les poulies ont été prêtes. Ryan Shurts a pris place dans le tunnel. À chaque traction de l'équipe extérieure, John, malgré la douleur insupportable due au manque de circulation dans ses jambes, remontait centimètre par centimètre. Il a pu boire du Gatorade, l'espoir renaissait. Mais alors qu'il était suffisamment remonté pour que Ryan puisse établir un contact visuel et lui parler, un son a fendu l'air. La corde de soutien s'est rompue. Le mousqueton et la poulie ont fouetté le visage de Ryan, le blessant gravement. John Jones est retombé, lourdement, à sa position initiale. Ses bras étaient hors d'usage, ses jambes bleues, sans pouls, engourdies, il était complètement piégé. Après l'évacuation de Ryan, le père de John, Dave, a pris sa place, mais n'a pas pu attacher de corde autour du torse coincé de son fils. Pour que l'opération réussisse, il fallait que John puisse se pousser, se manœuvrer. Son corps, après 19 heures de calvaire inversé, ne le pouvait plus. L'effort désespéré de Dave pour l'attacher l'a mis lui-même en danger. C'est finalement Brendan Coales qui a réinstallé le système de communication. Emily a pu dire à John de se reposer, elle y croyait encore, mais Brandon a constaté ce qu'elle ne pouvait entendre. Le silence. Les gargouillis des dernières heures s'étaient tus. Un médecin a été dépêché dans le boyau. Le verdict est tombé le mercredi 25 novembre à 23h56. John Jones était déclaré mort. Il avait survécu 27 heures dans une position inversée, 3 fois plus longtemps que ce que les experts jugeaient possible. Les équipes de secours, des héros qui ont mis leur propre vie en danger dans ce passage inexploré, ont travaillé sans relâche. Mais la récupération du corps s'est avérée impossible. John Jones est resté là où il a succombé, dans le boyau Head's Push de la grotte de Notipoti. L'histoire s'est achevée par un ultime acte de deuil et de protection. L'entrée de la grotte a été scellée avec du béton, pour ne plus jamais être explorée. Une plaque commémorative y a été apposée. La grotte de Notipoti est devenue à jamais la sépulture de John Jones. John Jones a survécu 27 heures. Son endurance a dépassé les limites, transformant sa tragédie en un symbole de résilience humaine face à l'impossible. Honorons son courage et le dévouement héroïque de ses sauveteurs. Si son histoire vous a touché, partagez, commentez, respectez et aimez. Faisons vibrer son souvenir au-delà du silence de la roche.